Bonjour Yann Moulier-Boutang. Bonjour Yann Moulier-Boutang. Bonjour. Un grand merci d'être là pour l'instant derrière l'écran. C'est moi qui vous remercie. J'ai vu et nous savons que vous êtes résolument européen et fédéraliste. Alors vous mettez une date depuis 1990, bon ok. Oui. Mais donc pour cette raison, nous sommes très honorés que vous avez accepté d'être un membre éminent du Conseil scientifique. Conseil scientifique qui a deux axes, en fait, qui doit nous aider à réfléchir sur l'Europe de demain, les contraintes, tous les défis, bien sûr dans une optique fédéraliste, et puis aussi, deuxième axe, faire savoir, faire connaître, convaincre les citoyens, etc., que c'est la voie d'avenir. Olivia, à toi. Oui, pourriez-vous vous présenter, nous raconter votre parcours, vos activités militantes et universitaires, et aussi nous expliquer pourquoi cet intérêt particulier pour le Japon? Alors, pour bon, moi je fais partie, quand j'ai été amené à diriger une collection chez Christian Bourgois qui s'appelait Cible et qui a publié quelques livres avant qu'on lance un projet de revue. Moi, je m'étais défini comme génération plan Marshall, de façon extrêmement provocatrice. 49, je suis né en 49. Orphelin du communisme réel et du socialisme réalisé aussi. Au fond, politisé brutalement par mai 68, m'étant trouvé pris totalement, je dirais à l'insu de mon plein gré dans la manifestation de mai 68, à tenir la banderole de tête de la manif du vendredi, ce qui m'a valu des foudres familiales, y compris mon père m'a dit « tu as tué ta grand-mère » parce qu'il s'est trouvé que j'ai perdu ma grand-mère, que je connaissais d'ailleurs depuis peu, en mai 68. Donc, si vous voulez, j'ai été, au fond, impliqué dans les mouvements de prépa, largement, les mouvements de politisation, et je n'ai pas arrêté après d'être agité, au sens, je n'ai pas terminé depuis, je crois, ma classe de 4e, une seule année scolaire, je ne l'ai jamais terminé. Parce que soit je suis parti au Brésil, soit je suis revenu du Brésil, soit je suis retourné au Brésil, soit après j'ai claqué la porte parce que mon prof de français m'insupportait, je suis parti en Grèce pendant 6 mois, soit après parce qu'il y a eu mai 68, soit après parce que j'ai été viré de Louis le Grand au cours d'un conseil de discipline exceptionnel. Voilà, donc j'ai fait un parcours un peu tumultueux, y compris à l'ENS, puisque finalement en 70, il y a eu pour 71 l'anniversaire de la commune qui s'est assez mal passé. Voilà, donc j'ai été un peu un agité du bocal, largement. Avec, disons, toujours le mélange, ce que j'appelle la définition matérialiste de Lucrèce, du clinamen. C'est-à-dire que c'est un clinamen qui, au fond, m'a amené de mes premières amours, qui étaient plutôt la science politique et puis après les écoles d'art, parce que j'avais fortement envie je peignais, etc., depuis 65, qui m'a amené, à partir du moment où j'ai fait la connaissance de mon père, Pierre Boutan, à être obligé de faire mes preuves en rentrant à l'école normale supérieure. Ça a été d'ailleurs la clé du gentleman agreement qui fait qu'on a pu se parler, bien que d'un bord absolument symétriquement opposé. Au fond, j'ai fait l'école normale supérieure parce que pour pouvoir à la fois dire merde au système universitaire des grandes écoles, dire merde à mon père en termes choisis, et ne pas être dépendant ni d'une corporation, ni de quoi que ce soit, ni du mérite républicain, ni etc. Donc c'est ça qui a primé pour moi. C'était une recherche un peu adolescente de l'indépendance. Bon, je mesure. Bon, alors côté politique,
Également, c'est un clinamen parce que de mai 68 ou 22 mars, finalement, avec des gens dont je me sentais proche, comme Danny Cohn-Bendit, à, disons, mon cheminement plus logique, j'ai côtoyé au fond, j'aurais été très proche de la gauche historique, ce qu'on appelle le gauchisme qui avait combattu Lénine, Gorter, Pankouk, Bordiga, des gens comme Daniel Saint-Gemme à Paris 8, le collectif Amiante de Jussieu, enfin j'étais plutôt dans cette mouvance-là, anarcho-communiste avec des références sur quelque chose qui a compté beaucoup pour moi, qui était Chaulieu alias Cardan, donc le socialisme Mouvar-Barry. Et j'aurais été je serais resté dans cette chose-là jusqu'à ce que Pierre Paris, qui avait dirigé, qui est le traducteur de Gramsci, ne me demande de traduire de l'italien, ce que je connaissais un petit peu parce que j'avais fréquenté beaucoup des Italiens à partir de 70. Et du coup, j'ai été embarqué dans la traduction de Mario Tronti, puis après du courant pérailliste. Et donc, ça m'a guéri un peu du gauchisme. Et puis, j'ai côtoyé des radicaux dans l'autonomie des années 72-82, en animant différentes feuilles de chou, des choses, des recherches théoriques, etc. Mais ce qui a compté beaucoup pour moi, c'est l'ouverture, globalement, parce que j'ai été éduqué à moitié au Brésil, à moitié en France, à moitié. Alors, je me suis pris d'amour pour le Japon à partir de ma scarlatine. Il y avait un bouquin de Félicien Chalaï qui traînait sur les étagères. Et là, ça a été un véritable passion. Et d'ailleurs, quand je suis rentré à l'école normale, je me suis inscrit en chinois, outre la philosophie, évidemment, en chinois et en japonais. Et je me suis accroché au japonais, j'ai une licence de japonais, etc. Et j'avais une très forte attirance pour le Japon. Donc, si vous voulez, le tout complété par ma formation universitaire qui a suivi le fait que je me suis promené aux États-Unis, au Mexique, en Équateur, au Royaume-Uni, un peu partout, que je parle finalement l'italien, le portugais, je comprends bien l'espagnol, mais malheureusement pas l'allemand, ce qui fait que je suis un borgne du point de vue européen, parce que si je suis anglophone, je ne suis pas germanophone, et c'est un problème. Voilà. Alors, après, j'ai fait des choses, un parcours universitaire atypique. J'ai été dans Christian Bourgois m'a donné une collection à diriger, j'ai publié des choses, etc. Et puis, je me suis calmé, j'ai fini par me calmer un petit peu. J'ai fait une thèse qui a pris énormément de temps sur l'immigration internationale et l'esclavage, l'origine du salariat. Donc, je me suis beaucoup intéressé au marché du travail. Et puis, j'ai fini comme prof d'économie à partir d'une base de philosophie, de grec, de sciences sociales, etc. Voilà, donc j'ai un parcours un peu transversal. Alors, comment j'ai rencontré, j'en viens à votre deuxième question, voilà, hein, c'est un mélange, ce que je vous raconte là, c'est un peu un mélange de choses pêle-mêle, dans lequel il y a beaucoup de hasard, beaucoup de déviations, et au fond, je ne peux pas dire que j'ai su ce que je faisais depuis le départ, etc. Bon, il se trouve que j'ai des topics qui m'ont intéressé de plus en plus, notamment des topics de décentrement, donc des problématiques sur le salariat et l'esclavage, sur le décolonial, sur le racisme, l'immigration, etc. Alors, comment je suis arrivé à l'Europe? J'en viens peut-être à cette deuxième question. Je suis arrivé à l'Europe, en fait, en essayant d'analyser ce qui se passait au sens où, dans le déclin j'ai dit tout à l'heure que je me définissais comme orphelin du communisme réel et du socialisme réel, donc finalement de la social-démocratie historique comme du communisme, mais je devrais dire aussi que j'ai été tout à fait orphelin, au sens où vacciné contre le nationalisme, etc. À la fois par chose familiale, mon beau-père qui m'avait élevé, qui était corse,
qui n'est pas celui dont j'ai porté le nom, qui est le directeur de l'AFP, Fernand Moulier. C'était soit des journalistes, soit des universitaires distingués, mais ils étaient plutôt très à gauche. Voilà. Donc, quand j'ai rencontré mon père en 66 une première fois, oui, à partir de 66, évidemment, ça a changé de choses. J'ai côtoyé Gabriel Marcel, etc. Et on peut dire que mai 68 m'a redonné un coup sur la tête et m'a remis un peu les idées en place. Mais l'horizon national, si vous voulez, pour moi, était aussi épuisé que l'autre. Et donc, qu'est-ce qui restait une fois que l'horizon national est épuisé, une fois que l'espoir du grand renouveau qui viendrait de l'Est. Alors, je précise tout de suite que j'ai été jamais socialiste, stalinien, ni communiste, ni non plus pro-chinois, et je me définissais plutôt comme post-communiste. Alors, quand j'ai rencontré, ce qui restait, il restait la seule aventure réelle politique, qui était l'aventure européenne. Et la première chose, c'était de comprendre comment elle s'était faite, et elle s'était faite de façon, je dois dire, comme beaucoup de réalités historiques, nous ne goûtons jamais rien de pur, dit Montaigne, elle s'était faite de façon extrêmement chaotique, pas du tout de façon logique, avec une pensée qui se structure, qui convainc des gens, qui s'élargit, etc. Mais il y a des tas d'à-coups, des tas d'allées et venues, des tas de chocs. Quand on pense, ce qui m'avait le plus frappé dans les chocs, si vous voulez, à part les hésitations dans la période de l'immédiate après-guerre jusqu'à 50-51, c'est au fond l'extrême difficulté, mais il faut dire qu'il fallait mesurer d'où on sortait. Et dans cette affaire, ce qui m'a paru très intéressant, c'est au fond que c'est l'échec, évidemment, de la communauté européenne de défense. Après, j'ai tenté de reconstruire une histoire de l'Europe et pourquoi l'Europe avait évité de parler politique. Et surtout de défense, parce qu'il y avait un bloc, celui-là même qui a rejeté en 1955 la communauté européenne de défense, le bloc d'un côté des communistes et de l'autre côté des gaullistes, qui étaient les deux parties de l'arc du cercle, et au milieu, il y avait quelque chose qui était certes européen, mais qui avait un fondement assez difficile entre la démocratie chrétienne, les socialistes mous, qui avaient quand même des difficultés à se définir, surtout quand ils étaient molétistes, avec la guerre d'Algérie, la guerre qui collait au basket, la guerre coloniale, enfin de décolonisation. Donc, j'ai regardé comment ça s'était un peu fabriqué, et il m'a semblé que je lisais dans ce que je regardais, alors j'étais un autodidacte au sens où je n'ai pas commencé par regarder ce que disaient mes collègues de droit essentiellement et mes collègues de sciences politiques. J'ai un peu fait de la lecture pour ma propre gouverne. Et là, j'ai trouvé des choses qui me sont parues intéressantes, c'est-à-dire qu'au fond, si officiellement le Trafalgar de 1955 avait enterré les projets de communauté économique de défense, et d'ailleurs ça dure quasiment jusqu'à maintenant, les difficultés, dessous, il y avait des choses tout à fait intéressantes qui se passaient, c'est ce que j'ai appelé le fédéralisme rampant. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'un projet pareil fonctionne, officiellement, il avait les vêtements du confédéralisme, d'une confédération, les institutions avec de multiples précautions pour ne pas glisser vers l'unification politique, mais en réalité, on voyait bien que la chose se faisait toute seule. Alors, elle se faisait toute seule avec des bagarres, mais pas nécessairement une conscience très nette de la part de ceux qui promouvaient l'Europe, mais je n'étais pas dans le secret des dieux, je ne savais pas, je ne savais pas ce que les fondateurs de l'Europe pouvaient penser in petto, mais en tout cas, officiellement, l'Europe était un espèce de machin, de bidule, comme disait le général de Gaulle avec mépris, volontairement
avec l'idée qu'il ne fallait surtout pas provoquer trop tôt les choses. Et c'est vrai qu'on a cru que le temps était venu, Denis et moi, on a cru que c'était le moment, celui de la Constitution européenne. Attendez, excusez-moi, il faut que je renonce, je coupe quelque chose. Non, Frédéric, je ne peux pas te parler. Voilà. On a cru que le moment était arrivé avec la Constitution européenne. Et comme couronnement de Maastricht, etc. En fait, je pense que ça a été une erreur. J'ai été le premier. On a vu des gens avec lesquels j'ai bagarré furieusement, Chouard, quelques autres comme ça, et on a vu naître cette espèce de revivification d'une poussée de prurites réactionnaires, à mon avis sans aucun avenir historique, mais qui quand même nous a fait perdre 15 ans, qui n'est pas pour rien d'ailleurs dans les atermoiements de l'Europe en 2014, la guerre de Crimée. Si on avait une constitution, je pense que l'Europe aurait pu, de façon nettement plus forte, bouger et pas faire les arrangements lamentables dont je ne crédite pas, enfin je crédite au sens négatif, le président Sarkozy, qui quand même, dans l'affaire de la Géorgie, avoir laissé faire ce qui a été fait en Transnistrie, en Ossétie du Nord, et etc., en Géorgie, c'est une catastrophe, comment on a pu laisser des choses pareilles se faire. Et là, je pense que c'est la raison en est l'acéphalité de la Commission et du Conseil, avec le très mauvais compromis avec Giscard, qui était européen de cœur, mais pour un esprit qui se pensait supérieur. Je ne pense pas qu'il a été très intelligent, parce qu'au fond, face à un projet qui était réellement fédéral de la part des Allemands, les Français ont inventé ce système diabolique du Conseil, qui a été le moyen de nous flanquer en paralysie pendant 20 ans. Et il a fallu une guerre, et Dieu sait quelle guerre, pour nous sortir de ce problème et un réagencement des planètes. Alors, l'idée de fédéralisme rampant, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que j'ai beaucoup regardé l'histoire des États-Unis. Et si vous voulez, les États-Unis ont été initialement très confédéralistes, fédéralistes au sens d'éclater, la chose qui fait peur à la tradition française. Les Français hurlent quand on parle de fédéralisme. Le fédéralisme parle bas breton, tous les patriotes de gauche sont centralistes, etc. Mais finalement, les États-Unis étaient beaucoup plus décentralisés, et il a fallu plusieurs expériences très très fortes, dont la guerre civile, qui est quand même la plus grande guerre civile européenne, enfin mondiale, sauf la révolte des Taiping, qui a fait quand même 2,5 millions de morts. Il a fallu ça pour qu'il passe à un État fédéral fort. Oui. Moment hamiltonien ou pas. Voilà. Oui. Enfin, j'ai été beaucoup trop long et je me perds dans des digressions. Merci, Yann. Enfin, vous voyez d'où ça vient. Oui, non, merci, Yann. En fait, vous avez, comme beaucoup, connu cette Europe qui a fait certaines choses, mais qui était chaotique, qui est malheureusement, qui doit être structurée. Donc, dans ce contexte-là, vous avez fondé une revue, Oui. en 2000, où les sujets de l'Europe fédérale sont sur le devant de la scène. Oui. Est-ce que ça rencontre un écho dans l'électorat? Alors, dans le lectorat de la revue, vous savez, on a une idée très, très partielle du lectorat de la revue, au sens des échos directs de la revue, de ceux qui la font, de la réaction du comité de rédaction, des papiers, de la liste. On a quand même une liste de comités de rédaction qu'on appelle le Colred, qui est assez grande, même s'il y a une vingtaine de personnes qui participent en permanence. Il y a beaucoup plus de gens qui suivent les débats, mais on n'a pas des réactions nécessairement sur le papier ou tel majeur ou tel mineur. On a plutôt des réactions au moment des préparations des papiers. Mais c'est plutôt les points de vue que j'ai eus, les réactions que j'ai eues, viennent plutôt de lecteurs totalement extérieurs à la revue, qui avaient lu mon article. Je n'avais aucune idée qu'ils aient pu le lire, tel ou tel article. Et donc, j'ai rencontré une franche hostilité de gens chez qui je ne m'attendais pas à avoir un point de vue
disons, les gens de gauche traditionnelle, y compris d'ailleurs des socialistes, je disais tendance Mitterrand, c'est-à-dire des gens de gauche, pas des socialistes virant très très à droite, mais pas non plus des socialo-communistes ou des NUPES. J'ai rencontré une sorte de... Ça m'a beaucoup gêné, et je pense que ça existe aussi dans d'autres pays européens, au-delà d'un européanisme de bon goût, de bonne compagnie, au fond, aucune remise en cause comment vous dire, du socle national. C'est-à-dire, il ne leur venait pas à l'idée que l'Europe entrait nécessairement en conflit avec l'Europe des nations, qu'il y avait des conflits tout le temps, qu'il fallait, par exemple, alors si certains ont commencé à le faire, y compris d'ailleurs Macron ces derniers jours, mais ça avait commencé dès, je crois, sous Fabius, à se rendre compte que l'Europe de la défense, si la France ne mettait pas sa voix au Conseil de sécurité et sa force de frappe dans la balance, elle ne pouvait pas peser très très lourd, notamment entraîner les autres pays d'Europe. Parce qu'on ne peut pas vouloir à la fois jouer l'Europe comme un terrain d'augmentation. Si vous voulez, je prends pour exemple des gens qui pour moi sont des Metternichiens parfaits, sont Hubert Védrine, que j'ai traité d'ailleurs de ce nom, donc je ne révèle rien du tout. Je dis au fond, vous êtes un Metternichien. Pour vous, la nation est l'horizon indépassable de la France, mais Max Gallo, dont je lisais avec effarement les plaidoyers pour la France de Louis XIV éternel, j'ai rencontré quand même chez beaucoup de gens de gauche, du centre, des gens très bien élevés, jamais éructants, jamais hostiles officiellement à l'Europe, mais au fond, l'idée que l'Europe, c'est un supplément d'âme, qu'on rajoute à sa boutonnière une petite couronne, c'est joli, il y a un petit drapeau, mais ça n'a pas d'implication fondamentale. Donc, dans ces cas-là, moi, je me réfugiais du côté de l'économiste en disant, mais alors, regardez un peu le poids de la France, si vous voulez, le poids de la France dans l'Europe, etc. Et c'est vrai que nous n'avons pas l'habitude d'être une grosse minorité. Si vous voulez, la France est une grosse minorité dans l'Europe, importante, mais ce n'est pas le centre du monde, ce n'est pas la majorité, personne n'a la majorité. Et c'est d'ailleurs le grand avantage du système européen, c'est que personne ne peut l'avoir. Donc, comme dirait mon ami Dany, ça force tout le monde à avoir une culture du compromis, d'être obligé de s'entendre réellement sur des programmes. Et par exemple, de discuter de programmes de gouvernement, de mettre 3 mois à mettre sur pied des choses. Et aussi, ça donne aussi le côté hésitant, allemand, mais qui est un côté fédéral, parce qu'ils ont tâté du fédéralisme. Et le fédéralisme a été une question fondamentale pour établir une Allemagne démocratique. Donc, je crois que, si vous voulez, les réactions des gens sur l'Europe, c'est souvent qu'ils ne voient pas ce que ça remet en cause de leurs engagements antérieurs, du nationalisme précédent ou de cette espèce d'habitude, d'arrogance française de penser qu'on a un rôle spécifique. Et Giscard, paradoxalement, est un exemple vivant de ça parce qu'il a à la fois offusqué les nationalistes de droite en disant « mais la France, ça va être 1% de la population du monde, il faut qu'on s'habitue à ça, etc. » Donc, en même être très conscient qu'il fallait qu'on bâtisse quelque chose d'européen, de plus fort, mais avec quand même un point de vue où il n'était pas question de s'engager dans un processus réellement fédéral. Et donc, il a tout fait face aux velléités de Schmitt pour construire une chambre, c'était d'ailleurs ce que Joschka Fischer avait dit, une chambre haute, le Conseil étant la chambre haute qui bloquait, qui avait le pouvoir de blocage. Et je dois dire que ça, il y a encore 5 ans, j'aurais dit que c'était une tare terrifiante. On l'avait vu sur la Grèce, on l'avait vu sur d'autres choses. Et on le voyait, on commençait à le voir sur la Hongrie et quelques autres pays. Mais là, en situation vraiment grave, avec la guerre à nos portes, j'ai vu que finalement, l'Europe, dans son état actuel, réel, donc c'est un des avantages du fédéralisme rampant qu'il s'agirait de cristalliser, de traduire maintenant constitutionnellement, l'Europe a fait fi de petits États
qui emmerdaient le monde, si j'ose dire, mais il faut rappeler qu'aux États-Unis, les États qui emmerdent le monde, ils ont la taille du Texas. Hein, c'est des poids de géants dans l'économie et politiquement, ils sont très, très attardés. Enfin, ils bloquent beaucoup les États de la côte Est et de la côte Ouest. Et comme disait Stark, vous savez, il disait quelle est la solution du problème américain? C'est l'immersion totale, c'est-à-dire la mer monte de 150 mètres et on noie tout le Middle West. On fait disparaître tous les États qui sont casse-pieds, machin, etc., qui sont d'ailleurs trumpiens, comme vous pouvez s'y attendre. Donc, je reviens à l'Europe. Il me semble que, si vous voulez, la construction européenne, finalement, elle rampe, elle progresse, elle déborde de partout. Et j'ai été, alors la dernière chose sur laquelle je pense qu'il faudrait faire un commentaire qu'on n'a pas assez fait, c'est le revirement invraisemblable de la cour, de la cour allemande, de la haute cour allemande qui siège à Saarbrück, sur les derniers arrêts européens, et dans lequel la Cour, qui avait d'abord dénoncé l'inconstitutionnalité qui s'était fait envoyer dans les cordes par la Cour de Luxembourg, la Cour suprême européenne, eh bien, a avalisé finalement, a retourné complètement sa veste. Et on est en train d'avoir une victoire très, très importante sur ce plan-là. Et donc, je pense qu'en fait, c'est malheureux à dire, mais la guerre a fait avancer à toute allure les choses. Et donc, c'est à nous de faire très attention, de voir que les conditions ont complètement changé et qu'il faut être audacieux. Enfin, la fortune sourit aux audacieux, comme disaient nos pères latins. Hein, donc, voilà, donc je pense que dans multitude, dans le lectorat de multitude, il y a cette espèce de compréhension que la gauche n'est pas très, très européenne, et un des biais pour faire une transition vers votre question suivante, c'est naturellement qu'on ne peut pas se contenter de considérations géopolitiques type grand continent. Moi, j'ai très envie de discuter l'Ukraine et l'Europe, la Russie et l'Europe. J'ai quand même lu avec intérêt récemment qu'il y a quand même 30% des Russes qui, malgré la pression incroyable dans laquelle ils sont pour un avenir européen de la Russie, ce qui veut dire qu'elle achève sa décolonisation totale, et 30%, c'est une base remarquable, hein, c'est une base démocratique. Même s'il y a 50% des Russes qui sont encore enfumés par le côté eurasiate. Donc moi, les grandes questions comme ça m'intéressent beaucoup, mais il faut dire que si on veut faire progresser l'Europe institutionnellement et comme puissance fédérale, il faut qu'elle se coltine la question sociale et pas seulement la question de la guerre. Alors, je permets de rebondir, puisque vous tendez la perche. Donc, vous avez un de vos grands dada, vous avez réfléchi aux enjeux, vous avez été un ardent défenseur du revenu de base inconditionnel. Plusieurs pays mènent ce type d'expérience ou ont mené ce type d'expérience. Une telle initiative devrait-elle être entreprise au niveau européen? Comment? Par quels moyens de financement? Question subsidiaire, le fédéralisme pourrait-il valoriser l'émergence d'une Europe sociale? Bien sûr. D'accord. Bah, écoutez, oui, ça me paraît la voie royale. Alors pourquoi d'abord cette question du revenu d'existence, du revenu de base? Enfin, j'en ai discuté avec Guy Steindick, j'en ai discuté avec le bien, enfin les animateurs du bien qui est situé à Basic Earth European Income, Basic Income European Earth Network de Philippe Van Parijs. J'en ai discuté avec plein de gens. Il me semble que l'intérêt de ce revenu d'existence, c'est que si vous prenez, et c'est lié, mon idée, elle est liée à la construction européenne. Rien n'est plus marqué par l'histoire que la formation des statistiques, du système statistique, comme du système de protection et du système juridique. Vous savez très bien que les législations européennes, chaque nation qui a une histoire a accumulé des particularités, des singularités qui reflètent tantôt les compromis sociaux, tantôt au contraire le dépassement de compromis sociaux d'une façon originale mais complètement singulière.
Ce qui fait que rien ne serait plus faux de dire que l'unification européenne, c'est très simple, on prend les chiffres disponibles des statistiques et vlan, on crée un système. Ce n'est pas comme ça que ça marche, parce que le système statistique reflète la particularité, les singularités historiques. Mais en revanche, si vous essayez de constituer un système de protection sociale à l'échelle européenne, vous allez avoir beaucoup plus de mal à harmoniser les systèmes existants qu'à créer un système au départ à valeur complémentaire ou à valeur implémentaire que de poser, comme dans un État national, voilà, il y a un Conseil national de la résistance qui a pondu un programme et le programme est mis en place. Ça s'appelle la sécurité sociale, etc. Même si d'ailleurs le système vacille un petit peu en ce moment. Donc, l'intérêt aussi est de concilier des évolutions, des transformations du travail, de la rémunération, la question de qu'est-ce que c'est que la productivité aujourd'hui, ce qui est une question très obscure, avec le ressenti des populations qui sont très sensibles aux inégalités de revenus. Alors, je voudrais dire qu'il y a des façons très simples de traiter la question des inégalités, contrairement à ce que les gens pensent. On a des enquêtes d'ailleurs. Les Français, par exemple, sur la France, les Français ne sont pas hostiles à une réduction, une disparité de revenus. Ils acceptent une disparité de 1 à 10 entre les revenus, enfin entre les rémunérations. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à accepter qu'il y en a qui travaillent 10 fois plus que d'autres ou qui sont 10 fois plus importants, etc. Mais en revanche, quand on demande quelle est la disparité de revenus qui vous paraît au-delà de quoi on bascule dans l'inégalité, là, ça tombe de 1 à 5, ce qui était les normes d'ailleurs du socialisme, entre guillemets, dit réel. C'est-à-dire que les mêmes gens qui vous disent « je veux bien que mon patron, mon supérieur hiérarchique soit payé 9 fois plus que moi, mais attention, en termes de revenu final, je ne veux pas qu'on dépasse les 5 fois. » Vous voyez ? Mais ça, c'est une des éléments. Le deuxième élément clé dans la perception de l'injustice sociale, c'est, en tout cas, je vous parle d'enquête pour la France, c'est comment sont traités les 20% de la population la plus pauvre. Les 2 derniers déciles des distributions de revenus, comment sont-ils traités? Et si vous n'avez pas des dispositifs qui gèrent aussi ça, vous pouvez être parfaitement content de votre sort, de votre position hiérarchique, des inégalités de revenus par rapport à votre voisin, à votre supérieur, machin, mais vous ne continuerez pas moins si vous avez la sensation qu'on traite comme des chiens les 20% de la population les plus pauvres, à dire que vous vivez dans une société inégale. Alors, je pense que c'est à peu près la même chose partout, c'est-à-dire qu'il faut, en pensant à ça, penser que les dispositifs, on ne peut pas attaquer, de faire tabula rasa de tous les dispositifs sociaux qui sont extraordinairement complexes, certains très avancés, avec des pays comme la Roumanie et la Bulgarie qui débarquent. Et je ne parle pas de l'Ukraine qui va arriver, et de la Géorgie, de la Moldavie, etc. Et puis peut-être encore de la Russie dans 15 ans. Alors, le problème, c'est que vous ne pouvez pas décréter, voilà, la nouvelle législation européenne, la voilà toute chose, c'est maintenant, tout le monde s'applique à ça, sauf à susciter une réaction folle. En revanche, vous pouvez prévoir que si, par exemple, des mécanismes comme un revenu d'existence qui règle la question lancinante de ce que j'appelle la croissance de l'économie de pouce-pouce, c'est-à-dire les précaires, les gens à temps partiel, ceux qui sont en train de mettre des bâtons dans les roues de la réforme, parce qu'effectivement, c'est aux 2/3 des femmes, et le problème français de la retraite n'est absolument pas l'âge, c'est le problème de la décote. Combien de Français partent avec une retraite amputée du montant théorique réel? Ben, une très forte partie. Et à combien, à quel âge les gens quittent-ils leur boulot pour la retraite avec une retraite complète? Ben, ça va vous surprendre, mais c'est 67 ans. C'est 67 ans. Donc, si vous voulez, je reviens à cette histoire de précarité. Il faut s'attaquer à la précarité du travail.
mais s'attaquer intelligemment, c'est-à-dire prévoir un dispositif de revenus universel qui, par exemple, s'est sorti là récemment. Il y a plusieurs mouvements qui ont dit c'est pas possible que les étudiants qui ne soient pas chez leurs parents sautent un repas par jour. C'est totalement invraisemblable. Alors, il faut rajouter qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers là-dedans, parce qu'il n'y a aucun mécanisme sérieux de bourse, etc. Mais bon. Donc, il faut qu'il y ait un système qui, au fond, nous rapproche des entre 950 et 1200, 1300 euros de revenus, bon, en tout cas en France. Si on adopte un principe de revenu universel axé sur le PIB des différents membres de l'Union européenne, mais avec un supplément fédéral qui vise à plus fort pour les pays qui ont un PIB très bas, là, on a un mécanisme européen de correction des inégalités qui sera bienvenu, qui combattra les tartufferies à la Orban et qui permettra de faire progresser l'acceptabilité européenne. Je rappelle qu'un des grands motifs pour lesquels les gens sont contents de l'Europe, c'est les programmes Erasmus. C'est ce qu'ils regrettent énormément, les Britanniques. Pourquoi ne pas proposer qu'il y ait un mécanisme d'aide réel de type, en fait, c'est une bourse pour l'existence, voilà, dans lequel il y aura un fort concours européen. Bon, c'est une des choses, mais je pense que l'Europe sociale doit s'attaquer au trou de la législation, qui n'est pas simplement, comme le disent beaucoup de gens, une question de trou sur l'imposition des multinationales, c'est aussi une question de trou dans les législations sociales, qui font d'ailleurs une des hostilités des classes populaires que flatte le Front National et ses différentes variantes en Europe, c'est l'idée de la concurrence du plombier polonais, de l'ouvrier roumain, et je dois dire en Roumanie même l'idée de la concurrence de l'ouvrier ukrainien, comme en Ukraine la concurrence de l'ouvrier russe venu travailler dans le Donbass. Vous voyez l'enchaînement. Bon. Donc il faut allumer des contre-feux là-dessus. Il faut que l'Europe sociale soit un chantier beaucoup plus légitime, et il ne faut pas se contenter simplement des questions de l'Europe puissance. Ce serait une erreur. Cela dit, je ne veux surtout pas, maintenant que l'Europe puissance a une certaine dynamique, je ne veux surtout pas qu'on l'affaiblisse. Ce n'est pas le moment de dire « Ah non, 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 pas ça, parce qu'on va faire une mirifique politique sociale qu'on ne fera pas. » C'est donnant-donnant. Il faut vraiment que chaque pas de l'Europe puissance, de la communauté de défense européenne, etc., puisse être aussi suivi et anticipé dans un processus dont le mécanisme, si vous voulez, était une sorte de garantie de revenus. Hein. C'est un principe de fond et qui aussi coïncide avec les transformations de la productivité. Parce que je pose vraiment la question. À l'heure, ce n'est pas pour anticiper sur la question sur le numérique, mais ça va venir, mais à l'heure d'une automatisation formidable, d'une économie de la connaissance extraordinaire, est-ce que vraiment on peut ne considérer pour nul et non avenu le travail des anciens qui vont chercher leurs petits-enfants à l'école et qui notamment permettent à des femmes d'avoir un plein temps et pas un mi-temps, hein, est-ce qu'on peut continuer à considérer que ce travail n'est pas productif, cependant que quantité de travaux totalement, je dirais, redondants, dépassés par la mécanisation, sont maintenus uniquement parce qu'on veut donner un revenu aux gens? Je trouve que c'est incohérent. Et si on passe le système productif au rasoir d'Occam de l'écologie, alors là, ça va être encore pire, parce qu'il faut décréter qu'un tiers des emplois actuels pour lesquels on verse un salaire aux gens dans l'Union européenne est non seulement improductif, mais nuisible à la santé des populations, nuisible à l'environnement, nuisible à la planète et tout ça. Donc, il faut reconsidérer le travail de façon radicale. Et si on veut reconsidérer le travail et dire aux gens, il faut
une transformation profonde. Il faut qu'il y ait pas simplement dire vous allez vous reformer, sous-entendu, c'est à vous de vous démerder pour vous reformer. Mais pour faire cette reconversion, il faut absolument garantir le revenu. S'il n'y a pas de garantie de revenu sous la forme d'un revenu d'existence, les gens s'accrochent à leur emploi, quel qu'il soit, et quel que soit le mal qu'ils en pensent. Car il y a beaucoup de gens des classes populaires qui savent très bien, quand ils disent qu'ils font un boulot de merde, ils ne l'entendent pas simplement, ils savent très bien que le sens de ce boulot est négatif pour la société, pour la planète, pour leur santé à eux et pour la santé de tout le monde. Donc, le mécanisme aujourd'hui, sans, j'allais dire, le volet revenu d'existence, eh bien, on est aussi borgne dans les possibilités de développement productif de conversion que ne l'était. Imaginez si on avait demandé aux gens de se retrousser les manches en 1945, hein, faut savoir terminer une grève, disait Thorez, et les mineurs se retroussent les manches, si on n'avait pas, en contrepartie, mis en place le Beveridge State, c'est-à-dire l'État beveridgien, le welfare state, l'État-providence. Donc aujourd'hui, je pense que c'est le morceau d'État-providence qui manque. Et il serait tout à l'honneur des fédéralistes et des Européens de mettre l'accent là-dessus et de dire voilà, le cœur, la proposition, parce que souvent on entend dire ah ouais, fédéralistes, c'est des petits branleurs qui s'occupent des hautes sphères, des cimes, et qui se foutent totalement du peuple, du bon peuple. Donc si on ne progresse pas là-dessus, je ne vois pas comment on peut faire des choses. Oui. D'ailleurs, bon, ce changement, il est nécessaire, on le voit. Hein, on ne peut que le vouloir, ou au moins vouloir aborder cette question dans un premier temps au niveau européen. Pour autant, enfin, tu l'as déjà décrit précédemment, on sent bien que le système, il est quand même assez limité dans sa configuration à voilà, des avancées, bon an, mal an, avec de multiples problèmes qui ne permettent pas, qui peut-être même enfin, bloquent déjà même l'élaboration de solutions, de questionnements au niveau européen. Et ça, c'est quelque chose qui peut interroger. Qu'est-ce que tu proposerais? Comment vois-tu les choses en termes d'évolution? Faudrait-il, au fond, relancer le débat d'une constitution pour l'Europe, une constitution peut-être fédérale, allons-y, ou est-ce que peut-être on se dit, l'expérience quand même, les expériences précédentes n'ont pas été si simples que ça. Il serait nécessaire d'abord de travailler sur l'idée d'un, je sais pas, d'un peuple européen ou d'aller convaincre le peuple, voilà, les gens, avant même de lancer ces discussions-là dans les hautes sphères, ces sphères même que parfois on nous reproche d'être, voilà, de privilégier. Oui, alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée parce qu'aller convaincre le peuple, c'est un système, si tu veux, qui peut conduire à ce qu'on demande rapidement l'avis de groupes, j'allais dire, de cabinets conseils en opinion publique. Et ça peut donner des formes totalement de recherche, de flatter, d'abord une communication en termes de com, purement et simplement. Je pense qu'il faut tenir les deux choses à la fois. C'est-à-dire, il faut dire, parce que les deux choses s'appellent l'une l'autre. Ce qui met les institutions européennes en difficulté, enfin qui leur met le nez devant leurs difficultés, leur pusillanimité, leur hésitation, les pas qui se mesurent par millimètres alors qu'il faudrait faire des mètres, c'est incontestablement le fait que quand il y a des sous en jeu, ça change. Ça change. C'est la taille des besoins européens de défense à cause de la guerre d'Ukraine qui a mis la Commission devant le fait qu'il va falloir, qui a déjà lancé quelque chose qui avait été lancé par le Covid, à savoir au moins fédérons nos capacités d'achat. C'est un premier pas important parce que ça contient la standardisation, ça contient plein de mécanismes. Mais si on revient à la chose fondamentale, le pas fondamental qui a été fait du point de vue
d'une Europe dotée d'un trésor, c'est-à-dire d'un budget. Ça a été le fait que l'Europe accepte de faire des dettes dont elle était co-responsable et pas chaque État membre responsable devant tous les autres. Autrement dit, quand tu as sauté le verrou allemand, et je pense que de ce point de vue-là, le fait que si la présidente de la Commission n'avait pas été von der Leyen, ancienne ministre de la Défense allemande, jamais, culturellement, les Allemands n'auraient marché. On aurait retrouvé le même réflexe que Schäuble devant l'histoire de la crise grecque. Il a fallu que ce soit un Italien qui mette les pieds dans le plat et qui dise pas de limite dans les dépenses. Donc là, on a levé déjà la forme de l'endettement, donc la reconnaissance d'un endettement européen avec une co-responsabilité de l'ensemble des membres, c'est déjà un pas considérable et fédéral dans un budget. Mais c'est la constitution d'un trésor qui peut emprunter, autrement dit, mais ça n'est pas le budget au sens, pour l'instant, le budget européen est misérable. Il est misérable et il est sur des choses qui sont, j'allais dire, passez-moi l'expression, douteuses. J'adore les paysans, mais je rappelle toujours le mot de Lénine, on ne les aura pas en gros, on les aura au détail. Alors, ce n'est pas Lénine qui l'a eu, mais incontestablement, c'est le capitalisme qui l'a eu. Parce que je ne connais pas de groupe social qui a d'ailleurs mieux négocié sa disparition sociologique de 40% de la population active à moins de 1% ou à 1% tendanciellement, et qui quand même qui continue d'avoir une audience relativement importante, confère notre cher salon de l'agriculture. Mais on voit que la politique actuellement, les deux politiques, la politique agricole commune, qui sont les deux seules politiques fédérales, et la politique structurelle, donnent lieu à des abus. Hein, on parle de la corruption et que l'Union européenne lutte contre la corruption, mais que dire du trafic des statistiques du PIB de la Corse pour qu'elle demeure éligible dans l'aide européenne, ce à quoi elle n'aurait pas droit si on était sérieux. Et je pense que des gens du côté justement de la Moldavie et de la Bulgarie doivent en avoir gros sur la patate de voir que certaines régions méditerranéennes bénéficient des largesses. Bon. Donc il faut remettre les pieds dans le plat, au sens il faut un vrai budget à l'Union européenne, il faut un budget sur des priorités essentielles, populaires, et c'est là où le peuple, si tu veux, Jérémy, vient, il vient dans un discours-programme, il ne vient pas comme ça. Et on mélange à la fois les instruments institutionnels, il faut un budget, maintenant c'est possible puisque l'Europe a un trésor qu'elle peut s'endetter, donc il faut que la Banque européenne ouvre une rubrique de l'endettement global de l'Union et pas simplement d'un endettement de la Banque européenne qu'elle se démerde après de faire passer auprès des grands États membres, etc. Donc là, il y a ce côté-là où il faut impérativement commencer à nommer ce qu'est un budget, les priorités politiques d'un budget, et c'est là où j'en viens évidemment au rôle du Parlement européen. Car ma prévision, c'est que de plus en plus, il va y avoir un hiatus entre ce vers quoi va aller le Parlement européen, qui, comme tout Parlement, va s'emparer de la question budgétaire comme étant celle des priorités politiques, appuyée par une politique de l'impôt, qui dit, l'impôt dit qu'à ce moment-là, on n'est pas dans la contribution des pays au budget de l'Union en fonction d'un algorithme compliqué qui comprend leur PIB, l'âge du capitaine, leur bonne volonté, les chèques à remboursement, etc., comme on a connu sous Madame Thatcher, mais qui se fera en fonction des croissances des besoins avec des arbitrages électoraux des forces politiques qui sont représentées au Parlement européen. Et à ce moment-là, Olivia, à tout le monde, j'ai des micro-coupures de son. Est-ce que c'est le cas ou pas? Ça va, non, c'est pas. Enfin, c'est possible de continuer, mais en fait, Yann, on arrive au terme de l'entretien là maintenant. Oui. Donc, moi, j'aimerais vous poser une dernière question sur le conseil scientifique.
on comprend de tout ce que l'on a entendu qu'il y a énormément de choses à faire, hein. Pas seulement des réflexions, des actions. Qu'attendez-vous de ce conseil scientifique que l'on vient de créer au niveau de l'UF? Justement, qu'il impulse, si vous voulez, qu'il ait une force de proposition aussi, parce que je pense qu'il y a quand même un manque. Je regardais les fondations, Maurice Schumann, enfin toutes les fondations européennes, qui sont un peu considérées maintenant comme l'Académie française, passez-moi l'expression, c'est-à-dire des choses qui ont tout à fait respectables, des choses qui prennent des positions ponctuelles, mais ça n'alimente pas la réflexion. Ce n'est pas un think tank européen fédéraliste qui fait avancer de pair l'écoute, comme le disait Jérémy, de l'opinion du peuple européen, de tout ça, un peuple européen à construire, évidemment, jamais un peuple européen d'une identité quelconque déjà donnée, les réformes institutionnelles qui vont arriver, un programme qui a une incidence macroéconomique, et enfin, les choses qui concernent les décisions à très court terme maintenant, qui concernent l'histoire de la guerre, parce que c'est bien gentil, mais il va falloir faire des choses concernant cette guerre qui est loin d'être terminée, et surtout, quel est le coup d'après concernant ce qu'à mon avis, Macron a exprimé très maladroitement, mais c'est le coup d'après, que faire de la Russie? Que faisons-nous, nous, Européens fédéralistes, de la Russie? Et si on n'a pas de place pour elle, à mon avis, les cristallisations qui s'opèrent en Russie et ce sur quoi vit Poutine, elles sont de mauvais augure parce qu'elles n'ont aucun débouché raisonnable. Contrairement à la Chine qui peut espérer un débouché raisonnable, d'ailleurs en laissant la question de Taïwan derrière les placards, parce que les Chinois sont beaucoup trop prudents et ils ont une expérience historique de tellement de raclées qu'ils ont prises et de chute de dynastie à la suite de défaites militaires, la Russie aussi, mais elle n'en a pas conscience, qu'il faut quand même qu'on dise des choses qui intéressent, je dirais, transversalement les choses. Du haut en bas, il faut que le fédéralisme rampant commence à sortir, pointe la tête et dit « Coucou, nous voilà, et là maintenant, on peut maintenant… bon. » Et puis, il faut aussi nommer son ennemi, qui sont les confédéralistes, qui sont des gens qui, au fond, se satisfont du statu quo et qui sont des vrais nationalistes qui appuient des institutions molles de façon à pouvoir faire leur petit jeu dans leur coin. Et ça, il faut le… Voilà. Je suis désolé, hein, j'ai été… Non, mais c'est très bien. Non, un grand merci, Yann, pour tout ce qui a été dit. Nous resterons bien sûr en contact directement avec l'UF ou avec le conseil scientifique. Mais comme on dit, il y a du pain sur la planche et des défis importants. Merci.